Sans pouvoir, point de justice. Le community organizing, c'est une méthodologie d'action sociale qui repose sur une idée fondamentale, qui est de dire, pour changer le monde, il faut du pouvoir. Sans pouvoir, point de justice. On peut faire des pétitions, on peut faire des manifestations, on peut organiser des mobilisations spontanées, on peut organiser des actions symboliques, mais rien de tout ça ne peut changer le monde si derrière, les citoyens ne se sont pas rassemblés en un pouvoir collectif. Donc le principe du community organizing, que moi je traduis par organisation collective en français, parce que comme ça rend vraiment justice à notre histoire des mouvements sociaux, à l'histoire des mouvements syndicaux, des suffragettes françaises, c'est de dire on va, en amont de toute autre action sociale, se concentrer uniquement sur la création de relations entre les citoyens et entre les acteurs de la société civile pour que leurs liens de solidarité les rendent plus forts et qu'ensemble, ils puissent avoir le pouvoir nécessaire pour changer les choses. À l'époque, je travaillais dans le monde de la démocratie participative et j'ai eu on m'a donné comme tâche le fait de traduire en français l'interview qu'avait fait Saul Alinsky, qui est le fondateur entre guillemets du community organizing, pour la revue Playboy en 1972. Donc ma première réflexion, ça a été de dire quoi, la revue Playboy, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et je me suis aperçu que c'était une interview fleuve de quasiment 70 pages qui racontait un peu l'histoire et le parcours de ce personnage étonnant qu'est Saul Alinsky. Pour resituer, un sociologue et en même temps travailleur social qui vivait à Chicago dans les années 30 et qui a eu une intuition qui a été de dire, au lieu de lutter de façon individuelle contre des problèmes individuels, on va lutter de façon collective contre des problèmes collectifs. Pour être plus concret, Alinsky en particulier travaillait sur la délinquance. Et à l'époque, la grande réflexion sur la délinquance, c'était les délinquants, c'est des déviants. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques, c'est des jeunes qui sont désaxés, etc. Et Alinsky faisait partie de cette école sociologique qui commençait à dire « mais non, il y a des faits sociaux qui créent de la délinquance. C'est la pauvreté qui crée de la délinquance, c'est le chômage qui crée de la délinquance, c'est l'espace social lui-même qui crée de la délinquance. » Et donc, au lieu de dire « on va traiter les délinquants » ou « on va agir sur les délinquants individuellement », il a dit « mais si, au sein d'un quartier, on réunissait tous les acteurs de la société civile dans ce qu'on appellerait un comité de quartier ou une alliance citoyenne, qui aurait pour objectif de changer la façon dont on accueille les jeunes dans le quartier. » Et immédiatement, ça a fonctionné. Immédiatement, les entreprises ont dit « ah ben c'est vrai, on pourrait employer directement les jeunes du quartier ». Les syndicats ont dit « ben oui, on pourrait bosser directement avec les jeunes du quartier ». Les associations ont dit « ben oui, on pourrait intégrer les jeunes du quartier de façon très différente ». Et tout de suite, ça a fonctionné. Et partant de là, Alinsky s'est dit, ben, si ça marche sur ces questions-là, sur les jeunes, ben, pourquoi ça ne marcherait pas pour autre chose? Ben oui. Et c'est dingue d'ailleurs de voir à quel point ça marche. Parce que moi je suis très français, j'étais très réticent au début quand j'ai commencé à voir ce qu'ils faisaient un petit peu à l'américaine ou à l'anglaise, où ils sont très pragmatiques, où ils parlent d'intérêts particuliers, où ils font des shows vraiment quand ils organisent des assemblées citoyennes. Il y a de la musique, il y a des danseurs des fois, enfin, ça me paraissait complètement délirant. Mais en fait ça marche. Ça marche parce qu'encore une fois, ils partent de quelque chose qui est vraiment très simple, qui est de dire sans pouvoir, point de justice. Pour avoir du pouvoir collectif, il faut que les gens se connaissent, qui créent des liens de solidarité, qui bossent ensemble. Donc, un bon exemple de ça, c'est la première campagne que j'ai menée avec Citizens UK quand je suis arrivé en Angleterre, qui était une campagne très difficile, dans un moment où, donc c'était il y a 2 ou 3 ans, on était en pleine campagne sur le référendum du Brexit, dans une région, donc moi j'habite dans la région de l'Essex, où 70% des personnes ont voté pour sortir de l'Europe, où il y a une mosquée qui a brûlé il y a quelques années, où il y a beaucoup de xénophobie. Et dans cette région-là, mon boulot, c'était de rassembler ceux qui voulaient accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et c'était dans un contexte où David Cameron avait dit on peut accueillir 20 000 réfugiés syriens. Mais à côté de ça, dans les mairies, ça bloquait totalement. Personne ne voulait que dans sa mairie, dans sa ville, on accueille des réfugiés syriens. Et donc, il fallait changer l'équilibre des forces localement. Et la façon dont je l'ai fait dans la ville de Colchester où j'habite, c'est en réunissant tous les acteurs de la société civile, donc que ce soit des syndicats,
que ce soit des lycées, que ce soit des universités, que ce soit des associations, que ce soit des groupes cultuels. Et une fois que tous ces groupes se sont rassemblés, ils ont eu suffisamment de pouvoir collectif pour pouvoir se tourner vers la mairie et créer un conflit. Et le résultat, ça a été qu'en l'espace de quelques semaines, la mairie a accepté qu'on accueille 50 familles de réfugiés. Ce qui était du jamais vu dans notre région et qui, du coup, a complètement changé le discours collectif sur les migrants, les demandeurs d'asile dans la région de l'Essex, parce que d'autres villes, en voyant notre exemple, ont dit « mais en fait, ça marche, il faut le faire ». Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, plusieurs autres villes ont fait la même chose et d'autres réfugiés ont été accueillis dans d'autres espaces avec les mêmes méthodes. Donc ça marche. Ceux qui essayent de nous faire croire qu'il n'y a pas de conflit en démocratie, c'est les pires ennemis de la démocratie. La démocratie, son principe, c'est de dire on crée les conditions de possibilité d'une conflictualité dans l'espace public qui permettent que chacun s'exprime, chacun défende son intérêt particulier et que de la convergence des intérêts, on puisse arriver à des choses collectives. Et donc le community organizing cherche à rendre ces lettres de noblesse à la démocratie en réinstaurant le conflit au cœur de la démocratie. Mais il faut s'entendre sur ce que ça veut dire conflit. Conflit, ça ne veut pas dire hostilité. Conflit, ça ne veut pas dire violence. Conflit, ça veut dire on s'oppose sur des choses. C'est aussi simple que ça. D'un côté, on a le consensus, qui est le masque de la domination, donc on ne va pas aller chercher le consensus, mais de l'autre côté, il y a l'hostilité, la violence qu'on ne recherche pas parce qu'elles ne font pas progresser la démocratie. Donc on cherche un conflit qui s'exerce de façon légale, qui s'exerce de façon ouverte, de façon démocratique, mais qui soit un conflit quand même. Il y a un outil qui est très fort dans l'organisation collective qu'on appelle la théorie du changement, qui est de dire ok, tu as un collectif pour lutter contre, imaginons, les débuts de Greenpeace, pour lutter contre la chasse aux baleines. Ok. Ton collectif, il va mener des actions pour parvenir à la fin de la chasse aux baleines. Ok. Mais quelles sont ces actions? Comment est-ce qu'on décide de les faire? Quelle est leur cohérence? Comment on les finance? Avec quelles personnes? Dans quelle dynamique? Et c'est ça qu'on appelle la théorie du changement. C'est-à-dire, on crée une espèce de frise chronologique qui va de aujourd'hui, le monde tel qu'il est, à dans 5 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, le monde tel qu'il est devrait être, le monde avec le changement qu'on veut apporter. Et on se pose la question de savoir, ok, dans cette frise, qu'est-ce qui doit advenir? C'est quoi les conditions de possibilité du changement? Et faire ça, ça impose plusieurs choses. 1, ça impose d'avoir une cohérence. 2, ça impose de ne pas partir de maintenant, mais de partir du résultat. Et de se dire, pour avoir ce résultat, comment est-ce qu'on rétropédale? Donc par exemple, pour mettre fin à la chasse aux baleines, quel est le groupe qui prend cette décision? Qui est assez puissant aujourd'hui au niveau mondial pour dire on arrête de chasser les baleines? Et ensuite se poser la question de savoir, ok, on a identifié ce groupe, quel pouvoir il faut pour pouvoir influencer ce groupe? Il nous faut combien de personnes? Est-ce qu'il faut des personnes influentes? Est-ce qu'il faut juste des citoyens? Est-ce qu'il faut des associations, des collectifs, des rassemblements d'associations? Ok, très bien. Une fois qu'on sait quel pouvoir il faut, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on construit ce pouvoir. Et on fonctionne comme ça. Ça impose aussi de faire une deuxième chose, qui est de dire, comme d'emblée on écrit notre théorie du changement, avant même de se jeter dans l'action, on s'impose d'être méthodique, mais aussi d'être critique vis-à-vis de notre propre action. Parce que comme on a tout écrit à l'avance, on va pouvoir s'évaluer. Et c'est quelque chose qui manque aussi beaucoup dans notre action sociale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va organiser un rassemblement là, une action là, on va organiser une pétition, etc. Mais est-ce qu'il y a un moment où on a le courage de s'asseoir à une table tous ensemble et de se dire, bon, bah, finalement, qu'est-ce qu'on a changé? Et c'est cruel comme question, parce que quand on perd, bah, on n'a pas changé grand-chose. Il y a une loi travail, on l'a fait tomber ou on ne l'a pas fait tomber? Bah, on ne l'a pas fait tomber. Ok, qu'est-ce qu'on a manqué? Et du coup, réécrire une nouvelle théorie du changement, où on fait les choses différemment d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, et où du coup notre théorie du changement va prendre en compte notre échec passé. Ça vient d'un gros souci dans la façon dont on est éduqué en France, qui est qu'on ne raconte pas l'histoire des mouvements sociaux en France. Il y a cette espèce de situation complètement ubuesque où, dans nos manuels scolaires, on nous raconte les victoires. On nous dit, oh, il y a la Révolution française, grosse victoire. Ah, bah, 1945, 1944, on donne le droit de vote aux femmes. Ah, bah, il y a le CNR qui propose un programme. Ah, bah... Mais on ne raconte pas
l'histoire de ces victoires. On ne raconte pas l'histoire des mouvements. Et donc aujourd'hui, on est encore dans cet état d'esprit où on a l'impression qu'en organisant une manifestation spontanée, en organisant quelque chose comme Nuit debout, on va permettre de changer les choses sur le long terme. Nuit debout, c'est un moment extraordinaire, c'est un beau moment de démocratie, mais quel est le pouvoir de Nuit debout? Il n'y en a pas. Nuit debout, c'est un lieu d'expérimentation, c'est un lieu d'innovation, c'est un lieu de rencontre. Mais si on veut faire plier un gouvernement sur une loi travail, si on veut défendre la sécurité sociale, si on veut défendre l'écologie, si on veut défendre le droit des femmes, il faut créer un pouvoir collectif. Et ça, c'est quelque chose qu'on a perdu de vue. On se dit, on va monter une manifestation tel jour, on va monter la fête à Macron tel jour, mais la fête à Macron, pourquoi faire? Est-ce que ça va faire qu'on va pouvoir s'asseoir à la table des négociations avec le gouvernement et avoir le pouvoir d'exiger quelque chose? Il y a une expression qu'on utilise dans le community organizing qui est de dire si on n'a pas de place à la table des négociations, c'est qu'on est sur le menu.